J'ai libéré Alien Beastwoman de sa cage en lui prenant la main lorsque j'ai déverrouillé la porte. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment. Aussi, appuyez sur le bouton d'abonnement si vous aimez cet article. Une fine poudre recouvrait tout même le fond de la gorge de Maurice, alors que les fils jumeaux de Xios s'abattaient avec une chaleur brutale et suffocante qui cuisait la poussière couleur rouille de l'immense marché. Il baissa la tête. Une veste militaire en lambeaux avec un col haut offrait peu de protection contre la poussière tourbillonnante et l'odeur omniprésente de cadavres non lavés de bétail étrange et de vin bon marché renversé. Ici, dans l'aisselle de la bordure extérieure, se trouvait une plaie gonflée et infectée. Une tâche désagréable mais essentielle qu'il devait accomplir afin de décrocher un emploi simple et lucratif qui serait terminé avant que le soleil ne se couche sur l'horizon accidenté. Pour un client qui accordait une importance absolue à la discrétion, il était venu se procurer un conteneur de composants de machines hautement contrôlés. Une mission qui exigeait qu'il évite d'attirer les soupçons en se frayant un chemin à travers les foules frénétiques du marché. La politique, l'éthique et le flux incessant des terribles problèmes des autres étaient des fardeaux qu'il avait depuis longtemps abandonnés. Des choses laissées derrière parmi les restes calcinés d'une carrière militaire autrefois fière qui s'était terminée dans la déception et la honte. À partir de ce moment-là, il s'en tint à un ensemble de principes simples. Décrocher le boulot, amasser les crédits, puis disparaître. Un slogan qui avait fonctionné pour lui à la périphérie galactique, où les loyautés étaient aussi éphémères que les phases d'un double coucher de soleil. Il ralentissait son pas implacable en prenant un raccourci dans une petite ruelle jonchée de détritus qui serpentait entre deux imposantes piles de stands de vendeurs préfabriqués. D'un côté, contre un mur de métal ondulé rouillé et crasseux, se trouvait une énorme cage de fer avec des barreaux épais et effrayants. Des créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant confinées au briefing de renseignement de l'Alliance et aux récits horribles racontés par les vétérans des batailles de Rimworld étaient agenouillées sur le sol de la pièce, son métal reflétant la chaleur brûlante. Une écologiste. Sa fourrure épaisse et noire semblait absorber la lumière de tous les angles et ses pattes musclées qui se terminaient par des griffes capables de déchirer le plastil étaient repliées sous elle. La légende disait qu'elle était un monstre réel, tout droit sorti d'un conte de fées. Quand il leva les yeux cependant, ce furent ses yeux qui l'attirèrent et le retinrent là. Elles irradiaient une douce lumière dorée de l'intérieur et étaient grandes et expressives. Il a pu voir au-delà de la monstrueuse terreur alors que leurs regards se croisaient. Il perdit de vue la bête et l'épée pendant un moment insupportablement bref. Il a vu une femme qui semblait complètement effrayée et extrêmement seule comme si son âme avait été écrasée par les chaînes de sa captivité. Les trois Slaers savouraient manifestement leur contrôle sur leur proie, un trio de brutes à l'apparence sauvage, dont les combinaisons crasseuses et le visage marqué trahissaient leur occupation. Un type énorme, avec un sourire narquois sur le visage, secouait les barreaux de la cage avec la pointe crépitante d'une pique électrique faisant trembler le prisonnier Liek. Il pensa « Celui-là a du vrai tempérament » et il gloussa. Un bruit de grincement aigu qui résonnait à travers le petit passage. Se vendra pour une grosse somme à un gouverneur planétaire qui veut un canidé exotique spectaculaire pour ses événements sociaux. Avec une joie avide et malicieuse qui brillait dans leurs yeux, les deux autres riaient avec eux. Maurice sentit sa main se serrer en un poing, les jointures visibles à travers la peau sale, alors qu'il agrippait le blaster rangé à sa hanche. Il fantasmait sur l'entrepôt poussiéreux où il pourrait trouver un paquet de pièces de machine sur les crédits bon marché qui lui permettraient de maintenir son vaisseau en vol et son ventre plein pour un autre cycle. Il serait plus approprié pour lui de simplement s'éloigner, se fondant à nouveau parmi les passants anonymes du marché, comme si rien ne s'était passé. La seule règle qui l'avait maintenu en vie jusqu'à présent était qu'il n'avait aucune raison de s'impliquer dans ce conflit. Reste en dehors de ça. Cependant, le spectre d'un souvenir désagréable et douloureux apparut brièvement dans les profondeurs de sa conscience.
Son esprit vagabonde vers une autre planète déchirée par la guerre, où il avait passivement obéi aux instructions dans une prison différente. Un choix qui, au fil du temps, s'était transformé en un remords profond et persistant qui troublait ses moments de réflexion. Alors qu'il sortait de l'obscurité et entrait dans la mince bande de lumière brillante qui traversait l'allée, il jura silencieusement et abandonna son itinéraire, choisit ses bottes crissant sur le gravier mou. Il avait maîtrisé l'art de demander combien d'une voix plate et sans émotion au fil des années de négociations stressantes et de contacts périlleux. Alors qu'il observait les vêtements usés de Maurice et les signes de fatigue sur son visage, le chef des esclavagistes, celui orné du Stone Pike, se tourna pour l'affronter, son sourire se transformant en une expression méprisante. « Plus que tu ne peux te permettre, vagabond, » dit l'esclavagiste avant de l'éloigner ostensiblement de la situation. « Tu devrais te dépêcher avant de te blesser. » Maurice, néanmoins, restait immobile. Il se tenait fermement au centre de l'allée, les yeux fixés sur les trois hommes. Il était en infériorité numérique, un seul homme contre 3 voyous armés. Cependant, il avait été entraîné au combat rapproché brutal pendant des années et avait appris à ne pas se battre dans des ruelles sombres, mais dans les couloirs où il fallait tuer ou être tué des vaisseaux spatiaux assiégés et les tranchées sanglantes de mondes oubliés. Il le répéta cette fois avec un grognement bas et menaçant qui portait une menace évidente. « Combien ?» La négociation, si on pouvait l'appeler ainsi, dégénéra rapidement comme prévu car les esclavagistes n'étaient pas intéressés par ces crédits, mais par l'intimidation et l'utilisation du pouvoir qu'ils avaient sur lui. Maurice ne perdit pas de temps et se lança dans une explosion de vitesse, prenant les voyous par surprise. Il a utilisé l'élan du chef des esclavagistes pour le projeter violemment contre le mur métallique faisant heurter sa tête au sol avec un bruit de craquement répugnant. Le chef des esclavagistes leva sa pique paralysante de manière menaçante, signalant que c'était sa dernière chance. « Éloigne-toi » Dans l'allée bondée, le deuxième esclavagiste a sorti un lance-projectile à l'apparence grossière, mais Maurice était déjà sur lui, son poing tordant le poignet de l'homme avec une efficacité brutale pratiquée et un craquement a résonné dans toute l'allée avant que l'arme ne tombe au sol, provoquant un cri d'agonie. Ne voulant pas donner au troisième homme une chance de se regrouper, Maurice lui a enfoncé un coude dans le plexus solaire, le mettant KO et le faisant tomber à la renverse dans une pile dangereusement empilée de cellules de carburant volatiles. Le Stone Pike déchargé qui étincelait encore sur le sol envoya un arc d'énergie errant dans les conteneurs qui fuyaient. Maurice plongea au sol, protégeant sa tête des éclats volants, tout en maintenant fermement sa concentration au milieu du rugissement assourdissant du feu et de la force, une onde de choc qui envoyait des corps, des débris et un nuage de fumée âcre tourbillonnait dans l'étroite ruelle. Son coupeur plasma portable, qu'il utilisait souvent pour l'entretien des navires, s'anima dans sa paume alors qu'il se relevait d'un bond et plongeait vers la cage. Avec un sifflement perçant, le faisceau surchauffé a tranché le métal rouillé et lourd de la serrure. Avec un grognement d'effort, il ouvrit la lourde porte en fer, le grincement des charnières protestantes, noyé par le vacarme croissant des alarmes à l'échelle du marché, qui avait à commencer à retentir. Il tendit la main dans l'intérieur sombre de la cage et l'offrit à la liarienne, qui s'était pressée contre le mur éloigné pendant l'échange violent. Le métal brillait d'un rouge cerise éclatant, des scories en fusion dégoulinant sur le sol. « Allons-y !» dit-il, sa voix tendue et urgente. « Maintenant !» Elle fixa sa main tendue, ses yeux ambrés brillants grands ouverts et scrutateurs, alors qu'elle essayait de comprendre le violent tourbillon qui venait de lui gagner sa liberté. Elle jeta un coup d'œil de sa main à son visage, une pointe d'incertitude dans son expression. Pendant un long battement de cœur anxieux, elle resta immobile, une statue faite de fourrure et d'ombre. Elle se leva ensuite à toute sa hauteur intimidante, sa tête toujours plus haute que la sienne, et sortit de la cage dans la faible lumière. Son soulagement était si grand
qu'elle tremblait en pressant son visage contre le tissu dur de sa veste tactique, sa voix un son guttural étouffé, épais de larmes non versées. Son mouvement était soudain et fluide, et elle ne se contenta pas de prendre sa main en signe d'acceptation. Ce n'était pas le comportement d'un animal sauvage ou d'une créature sans esprit, mais plutôt l'acte désespéré et reconnaissant d'un être sensible qui venait d'être sauvé du bord du désespoir complet, alors que les sirènes retentissaient et que le bruit des pas approchants et des ordres hurlés devenait plus audible. Ensemble, ils s'échappèrent du marché paniqué, disparaissant dans la poussière tourbillonnante et le chaos. Ils atteignirent le cargo de Maurice le Stardust Drifter, un navire aussi usé fonctionnel et obstinément résilient que son propriétaire. Maurice lui saisit doucement mais fermement le bras, son toucher la ramenant à la réalité. « Nous pourrons avoir un moment plus tard », dit-il, sa voix un murmure grave près de son oreille. « Pour l'instant, on court. » Comme le temps était compté avant que le spatioport ne soit scellé par les forces de l'ordre local, il la plaça de force sur le siège du copilote, une position qui n'avait pas été utilisée depuis des années avant de se précipiter sur son propre siège et de frapper de la paume sur la séquence d'allumage. Le vaisseau trembla alors que la machinerie gémissait, les moteurs crachant une plume de particules ionisées sur le ferricrête en dessous. Il a contourné tous les protocoles de prévol et a poussé les propulseurs verticaux à leur capacité maximale. Maurice continua à appliquer la pleine puissance jusqu'à ce que la planète marbre de couleur rouille n'apparaisse plus que comme une autre sphère dans l'immense obscurité étoilée du hublot, ses jointures blanches sur le manche de commande et sa respiration irrégulière, tandis que le vagabond hurlait vers le haut, laissant derrière lui le marché des Ixio, comme un tableau en rapide contraction de lumière clignotante et de poussière montante. Il se laissa retomber dans son siège seulement après que la soudaine poussée d'adrénaline de l'évasion se soit dissipée et le petit cockpit se remplit d'un silence lourd et incertain. Sa captive, la licarienne qui l'avait libérée, restait immobile, ses yeux ambrés, fixés sur le champ d'étoiles devant elle, sa silhouette puissante, une ombre sombre et illisible contre la douce lumière des panneaux de contrôle. Au cours des jours suivants, le vaisseau tomba dans un calme délicat, une trêve née de la peur mutuelle et de l'incertitude. La licarienne, dont il a finalement appris le nom Emma, grâce au traducteur universel de son vaisseau qui a déchiffré l'une de ses vocalisations gutturales, s'était réfugiée dans un coin tranquille de la soute principale où elle avait construit un petit nid vulnérable parmi une pile de conteneurs sécurisés, un endroit qu'elle quittait rarement. Maurice laissa une petite trousse médicale, un conteneur d'eau et une pile de packs nutritifs près de l'entrée de sa tanière improvisée avant de retourner au cockpit pour lui donner l'espace dont elle avait clairement besoin, comprenant que le traumatisme de sa capture et le choc de sa liberté abrupte et violente étaient dans des blessures qui ne guériraient pas rapidement. Alors qu'il tentait de s'occuper avec les diagnostics du vaisseau et la navigation dans des couloirs d'hyperespace moins fréquentés, il ne pouvait s'empêcher de sentir sa présence, une ombre silencieuse et vigilante à l'intérieur de son vaisseau solitaire. De temps en temps, il apercevait son regard fixe sur lui depuis l'entrée de la soute, ses yeux ambrés suivant chacun de ses mouvements avec une intensité troublante, comme si elle essayait de déterminer s'il était son sauveur ou simplement un autre type de geôlier. Ils ont brisé la glace pour la première fois à propos du synthétiseur de nourriture perpétuellement défectueux du vaisseau qui, comme le reste du drifter, était une pièce de machinerie antique qui, depuis des semaines, insistait à produire la même pâte verte dégoûtante riche en nutriments, mais complètement inappétissante. Avec sa patience finalement à bout après un autre repas peu appétissant, Maurice était sur le point de soulever une lourde clé hydraulique sur l'appareil fautif quand Emma sortit prudemment de la soute à marchandises. Ses mouvements étaient fluides et silencieux alors qu'elle se penchait, inclinant la tête pour renifler l'air autour du synthétiseur, ses grandes oreilles sensibles frémissant légèrement. Son long doigt noir terminé par des griffes redoutables s'étendit avec une délicatesse inattendue, manipulant un petit panneau d'accès presque invisible que Maurice n'avait jamais remarqué auparavant.
Avec une succession de clics délicats et précis et d'ajustements, elle travailla sur les mécanismes internes de la machine. Finalement, le bourdonnement bas et lugubre du synthétiseur se transforma en un ronronnement régulier et efficace, et une fente apparut. Une barre de ration chaude au toucher parfaitement formée et sentant le savoureux fut distribuée. Elle la prit, la cassa en deux et lui en offrit un morceau. Il remarqua que ses lèvres autrefois crispées en une grimace se courbaient en ce qui semblait être un sourire alors qu'il se tenait là dans le bourdonnement paisible du vaisseau savourant le premier repas correct que l'un ou l'autre avait mangé depuis des jours. Une petite expression de chaleur se répandit dans ses yeux brillants. Alors qu'il tentait de faire des réparations indispensables à la coque tout en se cachant dans le champ d'astéroïdes dense et chaotique de la ceinture de Tartarus, un vaisseau de patrouille est sorti de l'hyperespace presque au-dessus d'eux, éclipsant cette petite avancée et révélant la sombre réalité de leur situation. Les esclavagistes, il s'est avéré, n'étaient pas seulement des opérateurs indépendants, mais avaient des amis puissants et bien connectés qui n'étaient pas contents de s'être fait voler leurs biens. L'emblème de la société de sécurité privée ornait le navire qui avait une apparence élégante et corporative et était de couleur noire. C'était un contraste saisissant avec les vaisseaux pirates désordonnés qui menaçaient fréquemment ses routes. Le cockpit du vagabond a éclaté en alarme alors que des tirs de laser vert émeraude traversèrent la coque usée. Alors que Maurice luttait avec les commandes, le cargo fut contraint à une succession de manœuvres d'évitement désespérées qui testèrent l'intégrité structurelle du vieux navire jusqu'à ses limites. Les impacts secouaient violemment le navire et envoyaient des étincelles jaillir d'un conduit surchargé. « Il nous encercle !» Maurice cria plus pour lui-même que pour Emma. Alors que Maurice réfléchissait à une dernière manœuvre désespérée, probablement suicidaire, pour percer leur blocus, Emma, qui s'était appuyé contre une cloison, se précipita dans le cockpit, les propulsant dans une zone de mort, où le navire de patrouille était plus rapide, plus agile et mieux armé. Dans une série de grognements rauques et gutturaux, qui transperçait la terreur croissante de Maurice, elle pointa son long doigt griffu vers l'écran de navigation principal, indiquant une région du champ d'astéroïdes que les capteurs à longue portée du vaisseau avaient marqué en rouge comme une zone d'intense instabilité gravitationnelle, un réseau tumultueux de roches tombantes et de cisaillements gravimétriques imprévisibles. Sa vocalisation frénétique fut suivie d'une série de mots qui lui donnaient des frissons puis de gravité, passage instable, et maintenant elle était catégorique qu'il y avait un corridor sûr, un chemin invisible à sa technologie avancée au sein de ce vortex tourbillonnant de mort. « C'est une course suicide !» rétorqua Maurice, sa prise sur les commandes se resserrant alors qu'un autre tir laser secouait le vaisseau détruisant les lumières d'un panneau de contrôle secondaire. Le vaisseau sera en miettes avant que nous ayons fait la moitié du chemin. Alors qu'ils se regardèrent dans les yeux, ils pouvaient voir non pas la terreur, mais une conviction inébranlable dans ses yeux ambrés et chaleureux. C'est alors qu'il comprit qu'elle avait foi en quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, un lien primordial avec les énergies cosmiques qui surpassaient sa dépendance à la technologie imparfaite. Maurice, avec toutes ses options épuisées et l'ennemi se rapprochant pour l'achever, fit un saut de foi audacieux qui défiait toutes les règles et instincts qu'il avait jamais appris sur la préservation de soi. Il a mis sa foi en elle au lieu de ses capteurs. Respirant bruyamment, il tira le manche de commande vers bâbord, éloignant le cargo endommagé de l'espace ouvert dans lequel le vaisseau de patrouille essayait de les entraîner et directement au centre de la zone de danger à drapeau rouge. Des astéroïdes de la taille de petites lunes passaient, en sifflant devant le hublot, les manquant de quelques mètres seulement leur proximité, l'alarme hurlant un cri continu et assourdissant. Et pendant une série de minutes horribles et déchirantes, le Stardust Drifter était ballotté comme un jouet d'enfant dans une tempête, toute sa structure gémissant de protestation, alors que d'immenses forces invisibles le tiraient et le poussaient de toutes les directions. Un corridor étroit et stable apparut au milieu du chaos, une rivière paisible traversant une mer turbulente de turbulences gravitationnelles.
Les muscles de Maurice se tendaient alors qu'il luttait contre les commandes, toute son attention étant concentrée sur le fait d'empêcher le vaisseau de se désintégrer. Ce chemin qui n'aurait pas dû exister était une merveille de mécanique céleste et il s'est déroulé exactement comme Emma l'avait prédit. Il a mis les moteurs à pleine puissance et le dériveur a traversé le passage instable, émergeant quelques instants plus tard de l'autre côté de la partie la plus dense du champ endommagé mais intact. Il jeta un coup d'œil au scanner arrière et vit que le patrouilleur corporatif élégant avait interrompu sa poursuite parce qu'il était incapable ou peu disposé à risquer le passage instable. Maurice, tremblant et baigné de sueur froide, se pencha en arrière, sa tension s'évaporant. Il se tourna vers Emma qui le fixait avec une intensité subtile. Pour lui, elle n'était pas une victime ou une réfugiée, mais une personne compétente et talentueuse dont les talents spéciaux venaient de leur sauver la vie. Ils avaient récemment formé une alliance authentique, bien que provisoire, basée sur ses prouesses en navigation. Alors que le Stardust Drifter épuisait son approvisionnement en atmosphère à cause de 12 petites brèches dans la coque et que son moteur bâbord crachotait de manière erratique, ils se traînaient vers le seul refuge sûr qui leur permettrait d'éviter que leurs affaires soient fouillées ou leurs identités révélées. Une vaste station spatiale, désorganisée et inébranlablement neutre, appelée le Carrefour. C'était un exploit d'ingénierie glacée, composé d'un mélange hétéroclite d'habitats orbitaux de modules disparates et de coques de vaisseaux capitaux récupérés. Les composants étaient boulonnés et soudés ensemble selon un motif apparemment aléatoire, et la station tournait lentement dans un système non réclamé, collaborant avec les oubliés et les dépossédés de la galaxie. Un écosystème actif et périlleux de mercenaires, de réfugiés, d'espions et de marchands qui vivaient tous, selon une règle tacite, ne pas faire de vagues qui attirent l'attention des grandes puissances. C'était l'endroit idéal pour se désorienter, réparer les choses anonymement et planifier leurs prochains mouvements dans une galaxie qui venait de devenir beaucoup plus hostile. Pour le moment, c'était l'endroit le plus sûr pour Maurice et le vagabond, alors qu'il les guidait habilement à travers le trafic chaotique et incontrôlé jusqu'à une baie d'amarrage où ils poussèrent un soupir de soulagement. Les voilà juste un autre cargo endommagé avec une histoire douteuse. Afin de payer le prix ridiculement élevé des pièces de navire sur le marché noir et les frais d'amarrage exorbitants qui maintenaient les forces de sécurité non officielles de la station dans l'ignorance, ils n'avaient d'autre choix que de travailler. Ils ont rapidement trouvé un rythme, un partenariat né de la nécessité, mais qui s'est avéré étonnamment efficace. Maurice, avec sa connaissance approfondie des origines cachées de la bordure extérieure et sa main ferme en tant que capitaine, prit en charge le pilotage, tandis qu'Emma, avec ses capacités mystérieuses et étranges, menait leurs affaires commerciales. Lors d'une négociation intense pour une course de fret à enjeu élevé, le client, un marchand rhodien rusé. Alors que Maurice était sur le point d'accepter à contre-cœur le tarif dérisoire, Emma, qui se tenait silencieusement à ses côtés, laissa échapper un grognement bas, presque inaudible au fond de sa poitrine. L'homme aux yeux fuyants essayait de les convaincre que la cargaison n'était rien de plus que de simples équipements agricoles. Ses yeux ambrés se plissèrent alors qu'elle reniflait l'air autour du rhodien. Elle se tourna vers Maurice et prononça un seul mot dans sa langue natale, que le traducteur traduisit par décomposition. Maurice comprit immédiatement et conclut l'affaire sur le champ, malgré les protestations balbutiantes du rhodien. Quelques jours plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler autour de la station, selon lesquelles le marchand avait été renvoyé par ses employeurs après que l'équipement agricole, qui était en réalité des armes chimiques hautement instables et mal protégées, ait commencé à fuir et à contaminer toute sa cale de chargement. À partir de ce jour-là, Maurice avait une confiance totale en son intuition, la traitant comme un détecteur de mensonges, un système d'alerte précoce et un partenaire commercial. Ses sens se sont avérés plus précieux que n'importe quel scanner ou droïde de protocole. Ils travaillaient bien ensemble et les crédits commençaient à rentrer.
L'amitié décontractée qu'ils avaient formée pendant leur mission de travail risquée a commencé à s'infiltrer dans leurs moments de repos, les longues périodes d'inactivité dans le cockpit exigu du drifter. Le silence étouffant qui avait auparavant caractérisé leur relation se dissolvait lentement, remplacé par un silence apaisant, brisé uniquement par le son de leur propre voix. Dans l'obscurité de l'espace, avec les étoiles au-dessus d'eux, comme seuls témoins, ils ont commencé à reconstituer les histoires de leur vie avant que le destin ne les ait violemment entrelacés. Maurice, qui avait été sur la défensive et hésitant au début, commença à se détendre sous le regard patient et non jugeant d'Emma. Il raconta ses expériences dans l'armée de l'Alliance, non pas les vidéos de recrutement romantiques, mais la dure réalité des guerres par procuration financées par les entreprises et les concessions morales qui avaient sapé son idéalisme. Il a raconté l'incident qui avait entraîné son renvoi à une mission où il avait reçu l'ordre de se retirer alors qu'une force alliée pacifiait un établissement civil, un acte brutal de pragmatisme qui avait brisé sa foi dans les institutions mêmes qu'il avait juré de défendre. Simultanément, Emma racontait sa propre histoire, ses mots teintés d'une mélancolie profonde et persistante, alors qu'elle racontait son temps passé à servir en tant que membre de l'équipage du navire scientifique et d'exploration l'icarien Stargazer, les appelant non pas des collègues, mais des parents. À une occasion, alors qu'elle était amarrée à la croisée des chemins et essayait d'utiliser le réseau de communication publique chaotique de la station pour rechercher discrètement tout signe du Stargazer ou de son équipage, les oreilles aiguisées d'Emma tressaillirent. Elle raconta leur mission de cartographier des nébuleuses inconnues, son rôle de principale navigatrice stellaire du vaisseau et l'embuscade soudaine et non provoquée qui avait brisé son monde. Elle a confessé ses peurs et ses culpabilités les plus profondes, y compris le fait qu'elle était la seule survivante et que toute sa famille était morte. Elle restait immobile, la tête inclinée, à un angle inhabituel, comme si elle captait un son audible. La station était un véritable déluge de signaux, avec des canaux ouverts, des flux de données cryptées et des émissions commerciales qui se disputaient tous l'attention. Cependant, au milieu de tout ce vacarme, elle avait capté quelque chose d'autre. Un subtil poudre rythmique, une onde porteuse qui résonnait avec une familiarité troublante, la même fréquence que le canal de sécurité privé de ses anciens ravisseurs, et elle commença le laborieux processus de séparation du signal en s'appuyant sur sa connaissance innée et profonde des motifs d'ondes et des fréquences qui lui étaient aussi naturelles que de respirer. Avec une touche habile de ses doigts, elle guida Maurice vers la console de communication, ajustant les fréquences par des fractions que aucun équipement ordinaire ne pouvait détecter. Graduellement, minutieusement, ils ont pu éliminer le bruit ambiant et se concentrer sur la faible transmission cryptée, un signal qui n'aurait jamais dû être accessible, mais que ses sens avaient capté avec une précision étonnante. Après une longue journée de travail, ils ont réussi à déchiffrer en partie le cryptage complexe du signal, permettant à des fragments de la conversation d'apparaître à l'écran. Bien que les mots soient brouillés, ils créaient une image terrifiante. C'était un rapport de situation de la société de sécurité privée qui les avait poursuivis dans le champ d'astéroïdes adressé à quelqu'un qui glaçait le sang de Maurice. L'actif était suivi par Xenocorp, un géant corporatif connu pour sa réputation bien méritée de privilégier les profits avant les vies. Le message mentionnait le nom de l'astronome faisant référence à son malheureux mais nécessaire démantèlement. Xenocorp est l'un des plus grands et des plus impitoyables conglomérats multinationaux de la galaxie. Comme dernière pièce du puzzle, la phrase « Block Data Dre » a été révélée, ce qui les a frappés comme une tonne de briques. L'enlèvement d'Emma n'avait pas été un acte arbitraire de piraterie ou une traite d'esclaves de routine. Il s'agissait plutôt d'un enlèvement calculé de haut niveau, orchestré par un géant corporatif. Les esclavagistes sur Xios jouaient à un jeu plus petit et plus sinistre. Xenocorp n'avait aucun intérêt à l'asservir. Ils cherchaient plutôt une clé. Ils avaient saboté son vaisseau, tué son équipage et l'avaient emprisonné afin d'obtenir un disque de données qui nécessitait sa signature biologique unique. Maintenant,
Ils n'étaient plus simplement des hors-la-loi fuyant un gang de voyous, mais plutôt ils étaient pris dans un vaste complot d'entreprises. La sécurité relative des carrefours s'évanouit en un instant alors que la révélation flottait dans l'air recyclé du cockpit comme un gaz toxique. La vérité était si monstrueuse qu'elle semblait aspirer toute la chaleur du petit espace. Zénopé n'était pas connu pour laisser des bouts de ficelle non noués. La révélation les avait transformés de fugitifs fuyant une bande de voyous en extrémités lâches dans une conspiration massive d'entreprises traquées par une entité aux ressources presque illimitées et à l'absence totale de moralité. L'anonymat désorganisé se transformait en prison alors que chaque ombre semblait cacher un agent de Xénocore et chaque clignotement sur le panneau de communication laissait présager leur découverte imminente. Maurice sentit une peur glaciale s'insinuer dans ses os, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis le point le plus bas de sa carrière militaire, alors que la gravité de leur situation devenait claire. Les esclavagistes sur Xios n'étaient plus des criminels aléatoires, mais les mains ensanglantées des meurtriers de son peuple. Il fixa Emma qui se tenait raide, sa fourrure noire hérissée, et ses yeux ambrés grands ouverts, avec un mélange d'horreur naissante et de fureur incandescente. Il n'y eut aucune discussion ni débat. La connaissance abstraite du destin de son équipage s'était cristallisée en une certitude aiguë et indéniable. Leur connaissance du destin imminent était parfaitement claire. Alors ils ont laissé derrière eux leur réparation partiellement achevée, dépensé tout leur crédit pour des patchs vitaux et un plein de carburant se sont déplacés économiquement, mais avec une urgence désespérée, et ont silencieusement échappé à l'intersection. Un croiseur de sécurité Xénopé élégant et menaçant glissa silencieusement en orbite haute autour de la station, alors que le Stardust Drifter sortait de son quai d'amarrage et s'élançait dans le vide. Maurice et son vieux vaisseau furent poussés à leur limite absolue pendant la poursuite qui fut une épreuve frénétique et terrifiante. Ils étaient poursuivis sans relâche par le croiseur Xénocore, qui était plus rapide, plus puissant et implacable dans sa poursuite, utilisant leurs réserves de carburant limitées dans une série de sauts désespérés en hyperespace, alors qu'ils plongeaient à travers les atmosphères de géantes gazeuses, frôlaient les horizons d'événements de trous noirs et naviguaient à travers des champs d'astéroïdes périlleux, employant toutes les astuces que Maurice avait jamais apprises pour rester en avance sur leurs poursuivants. Finalement, il plongea le drifter dans la nébuleuse de Calypso, une immense pépinière stellaire inexplorée tristement célèbre pour ses radiations brouillant les capteurs et ses violentes cisaillements gravitationnels à la recherche d'un endroit où la technologie serait plus un obstacle qu'un atout. À l'intérieur de la nébuleuse, tant le vaisseau que leurs poursuivants étaient rendus aveugles. Leur vaisseau était temporairement abrité de l'environnement corrosif de la nébuleuse par un énorme astéroïde creusé et ils pouvaient profiter d'un bref répit des explosions silencieuses et impressionnantes des étoiles naissantes. Les seuls sons qui brisaient le silence profond étaient le bourdonnement des systèmes de survie et leur propre cœur battant à toute vitesse. Le besoin de s'échapper avait cédé la place à une urgence plus grande de comprendre la raison de tout cela. Leur seule opportunité de découvrir la vérité résidait dans le disque de données Bollock qui avait été extrait des maigres affaires d'Emma. Le disque dur était une affaire délicate et intense, impliquant non pas de pirater un code, mais de communiquer avec un être sensible. Maurice a établi une connexion directe avec l'ordinateur principal du vaisseau dans la faible lumière de la soute, la console projetant de longues ombres sur les murs métalliques. Emma s'approcha nerveusement du terminal, son assurance habituelle visiblement érodée par sa vulnérabilité apparente. L'appareil exigeait non seulement son contact physique, mais aussi un certain niveau de sérénité et de concentration, un lien profond avec ses propres rythmes biologiques qui avaient été gravement perturbés par le traumatisme des semaines précédentes. J'ai libéré Alien Beast Woman de sa cage en lui prenant la main lorsque j'ai déverrouillé la porte. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment.
Aussi, appuyez sur le bouton d'abonnement si vous aimez cet article. Une fine poudre recouvrait tout même le fond de la gorge de Maurice, alors que les fils jumeaux de Xios s'abattaient avec une chaleur brutale et suffocante qui cuisait la poussière couleur rouille de l'immense marché. Il baissa la tête. Une veste militaire en lambeaux avec un col haut offrait peu de protection contre la poussière tourbillonnante et l'odeur omniprésente de cadavres non lavés de bétail étrange et de vin bon marché renversé. Ici, dans l'aisselle de la bordure extérieure, se trouvait une plaie gonflée et infectée. Une tâche désagréable mais essentielle qu'il devait accomplir afin de décrocher un emploi simple et lucratif qui serait terminé avant que le soleil ne se couche sur l'horizon accidenté. Pour un client qui accordait une importance absolue à la discrétion, il était venu se procurer un conteneur de composants de machines hautement contrôlés. Une mission qui exigeait qu'il évite d'attirer les soupçons en se frayant un chemin à travers les foules frénétiques du marché. La politique, l'éthique et le flux incessant des terribles problèmes des autres étaient des fardeaux qu'il avait depuis longtemps abandonnés. Des choses laissées derrière parmi les restes calcinés d'une carrière militaire autrefois fière qui s'était terminée dans la déception et la honte. À partir de ce moment-là, il s'en tint à un ensemble de principes simples. Décrocher le boulot, amasser les crédits, puis disparaître. Un slogan qui avait fonctionné pour lui à la périphérie galactique, où les loyautés étaient aussi éphémères que les phases d'un double coucher de soleil. Il ralentissait son pas implacable en prenant un raccourci dans une petite ruelle jonchée de détritus qui serpentait entre deux imposantes piles de stands de vendeurs préfabriqués. D'un côté, contre un mur de métal ondulé rouillé et crasseux, se trouvait une énorme cage de fer avec des barreaux épais et effrayants. Des créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant confinées au briefing de renseignement de l'Alliance et aux récits horribles racontés par les vétérans des batailles de Rimworld étaient agenouillées sur le sol de la pièce, son métal reflétant la chaleur brûlante. Une écologiste. Sa fourrure épaisse et noire semblait absorber la lumière de tous les angles et ses pattes musclées qui se terminaient par des griffes capables de déchirer le plastil étaient repliées sous elle.